Les enfants dont je suis la babysitter ont un mot de code pour le danger et ils l'ont utilisé quand leur grand-père s'est présenté. Je gardais les enfants de la famille Dubois depuis environ 4 mois quand j'ai entendu parler pour la première fois du mot de code. C'était un mercredi après-midi et j'aidais Chloé de 6 ans avec ses devoirs pendant que son grand frère Thomas jouait aux jeux vidéo dans le salon. Leur maman, Sylvie, venait de commencer un nouveau travail à l'hôpital et avait besoin de quelqu'un de fiable 3 jours par semaine après l'école jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison vers 19h. Le salaire était bon et les enfants étaient gentils, donc cela semblait être un travail facile. Ce jour-là, Chloé leva les yeux de sa feuille de mathématiques et me demanda si je connaissais leur mot spécial. Je dis que je ne savais pas ce qu'elle voulait dire et elle jeta un coup d'œil à Thomas, qui mit son jeu en pause et s'approcha. Il avait 9 ans et prenait son rôle de grand frère au sérieux, s'assurant toujours que Chloé reste en sécurité. Thomas expliqua que leur maman leur avait appris un mot de code à utiliser s'ils se sentaient jamais en danger ou avaient besoin d'aide, mais ne pouvaient pas le dire directement. Le mot était phare. Si l'un d'eux disait phare dans une phrase, cela signifiait que quelque chose n'allait pas et que je devais faire attention. J'ai demandé pourquoi ils avaient besoin d'un mot de code et le visage de Thomas devint sérieux d'une manière qui semblait trop mature pour un enfant de 9 ans. Il dit que leur grand-père n'était plus autorisé à les voir et s'il se présentait un jour, il devait utiliser le mot. Chloé ajouta que grand-père était gentil avant, mais ensuite il est devenu méchant et a fait peur à maman. Elle dit que parfois les cerveaux des gens tombent malades et alors ils n'agissent plus comme eux-mêmes. Je pouvais voir que Sylvie avait travaillé dur pour leur expliquer d'une manière qui avait du sens pour eux sans être trop effrayante. Je leur ai dit que je comprenais et que je me souviendrais du mot de code, puis j'ai demandé s'ils voulaient me dire à quoi ressemblait leur grand-père pour que je le reconnaisse si je le voyais. Thomas sortit le téléphone de sa maman, qu'elle avait laissé pour les urgences, et me montra une photo d'il y a 2 ans. Un homme grand avec des cheveux gris et une barbe épaisse, souriant à l'appareil photo avec ses bras autour des 2 enfants. Il ressemblait à un grand-père normal, et cela le rendait d'une certaine manière pire. Cette conversation me resta en tête, mais je n'y pensais pas trop à ce moment-là. Sylvie avait semblé stressée quand elle m'avait embauchée, mais je pensais que c'était juste le chaos normal d'être une mère célibataire avec un travail exigeant. Elle m'avait dit lors de l'entretien que le père des enfants n'était pas dans le tableau et que ses propres parents n'étaient pas disponibles pour aider, ce qui maintenant je comprenais signifiait quelque chose de plus compliqué que simplement être occupé. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué de petites choses qui semblaient inhabituelles. Sylvie m'envoyait toujours un message quand elle était exactement à 5 minutes de la maison. Elle avait installé des caméras à chaque porte et les vérifiait obsessionnellement sur son téléphone. Les enfants savaient qu'ils ne devaient ouvrir la porte à personne, même pas à des gens qu'ils reconnaissaient, à moins que leur maman ne leur ait spécifiquement dit que quelqu'un venait. Un soir, quand j'ai mentionné qu'un homme âgé nous avait fait signe de l'autre côté de la rue pendant que nous récupérions le courrier, le visage de Sylvie devint pâle et elle me fit le décrire en détail avant de se détendre et de dire que c'était juste leur voisin. L'après-midi où tout a changé commença assez normalement. J'arrivais à 15h30 comme toujours et entrais avec la clé que Sylvie m'avait donnée. Thomas et Chloé rentrèrent de l'école environ 15 minutes plus tard, laissèrent tomber leur sac à dos dans le couloir et commencèrent immédiatement à se disputer sur qui devait choisir le goûter. Je médiasais leur débat entre tranches de pommes et crackers quand quelqu'un frappa à la porte d'entrée. Les enfants se figèrent tous les deux instantanément et se regardèrent avec de grands yeux. Je vérifiais le flux de la caméra sur la tablette que Sylvie gardait près de la porte et vis un homme âgé debout sur le porche tenant un sac de course. Il avait des cheveux gris et une barbe, plus mince que sur la photo, mais définitivement la même personne. Mon estomac se serra quand je réalisais que c'était leur grand-père. Thomas attrapa la main de Chloé et la tira vers la cuisine pendant que je restais là à essayer de comprendre quoi faire. L'homme frappa à nouveau, plus fort cette fois, et cria qu'il savait que les enfants étaient à la maison parce qu'il les avait vus marcher dans l'allée. Je dis aux enfants de monter dans la chambre de Thomas et de fermer la porte pendant que je m'occupais de cela. Chloé commença à pleurer et Thomas mit son bras autour de ses épaules, la guidant vers les escaliers. Quand ils arrivèrent en haut, Thomas se retourna et dit clairement: "J'espère que le phare tient toujours après cette tempête de la semaine dernière." Mon cœur commença à battre fort parce que je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à Sylvie que son père était à la porte, puis je composais le 17 et gardais mon doigt au-dessus du bouton d'appel. L'homme frappa à nouveau et dit qu'il voulait juste voir ses petits-enfants pendant quelques minutes. Il dit que Sylvie était déraisonnable et les gardait séparés sans bonne raison. Sa voix semblait normale et amicale, ce qui rendait toute la situation surréaliste. Comment quelqu'un qui semblait si calme et raisonnable pouvait-il être assez dangereux pour que les enfants aient besoin d'un mot de code? Alors je marchais vers la porte. L'histoire complète est sur ma chaîne et est liée ci-dessous.